Amis internautes, bonjour. Dimanche 21 juillet 2024, bienvenue sur votre émission L'invité. Nous recevons pour vous aujourd'hui une dame de fer. Elle a pour nom Yvette Cécile Alavo. Elle est la cofondatrice et la directrice exécutive de l'ONG Icône 360 degrés. Madame Alavo, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans nos studios. Merci. Ça fait un moment que vous êtes passé par ici. Oui, je crois que ça fait jour pour jour un an, un peu plus d'un an. Ah, donc ça doit se célébrer cet anniversaire. Merci. Et je vais vous recevoir en compagnie de ma collègue Nasrine Fatoumbi. Nasrine, bonjour. Bonjour Calis. Comment va le moral? Ça va, Ça va. Nous allons parler paludisme. Effectivement, bonjour Madame Alavo. Bonjour madame. Merci d'être sur nos plateaux. Je vous en prie. Alors, le week-end écoulé, précisément le vendredi 12 juillet 2024, vous avez célébré la nuit du paludisme. Alors, d'entrée, que retenez de cette édition 2024? De cette édition 2024, je retiens qu'il y a beaucoup plus d'engouement, il y a beaucoup plus d'intérêt à cette édition. Et déjà, je remercie au passage tous ceux-là qui sont venus écouter tout ce qui se fait au Bénin en matière de lutte contre le paludisme. Et je dirais que cette édition, pour moi, vous savez, quand on dit 1, 2, 3, généralement la troisième édition, dans la vie de toute structure, 3 ans, je dirais que ça devrait énorme. Être, c'est pas peu, c'est pas beaucoup, mais normalement c'est la perfection. Est-ce que cette année, on a atteint la perfection? Je dirais, au niveau de la qualité des interventions, je crois que j'ai été vraiment, vraiment heureuse de voir le panel qui a été sélectionné pour cette édition et la qualité des interventions aussi. Cela prouve que nous sommes sur le bon chemin et que pour les années à venir, on fera davantage mieux. Vous avez aimé la sélection du panel, n'est-ce pas vous qui l'avez faite? Si c'est moi qui l'ai faite, mais bon, je ne savais pas que... Vous savez, quand on travaille, bien souvent, on est inspiré d'une façon et à la fin, le rendu, ça vous fait un truc waouh, et à la fin, vous vous asseyez, vous vous dites, ah, je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose ainsi. C'était grand et je veux savoir comment vous avez sélectionné ces gens, parce que c'est vrai que la salle était bondée, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, mais pour le peu que j'ai suivi des communications, j'ai vu quand même qu'il y avait de la qualité. Et je me suis demandé comment on a pu réunir autant de compétences dans une aussi petite salle. Je dirais que bon, ça fait bientôt 10 ans que je mène cette lutte-là. Les gens ont eu le temps de m'observer, de voir un peu tout ce que je fais et d'apprécier justement toutes les interventions que je fais sur le terrain. Et quant à la qualité justement du panel, je crois que ce sont des gens que j'ai vu faire par moment lors de différents ateliers auxquels je participe. Et les sujets sur lesquels ils ont intervenu m'ont séduit. Et c'est comme ça que je les ai tout simplement approchés pour venir parler un tout petit peu de tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Et je suis heureuse de savoir que cela a plu. Vous êtes heureuse que bientôt 10 ans que vous menez la lutte contre le paludisme. Est-ce que, en tant que directrice exécutive de l'ONG Icône 360 degrés, vous avez l'impression que cette lutte porte? Je dirais que ça a quand même porté ses fruits. J'ai été l'une des premières à lancer au Bénin une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des populations, notamment les plus vulnérables, qui est le concept zéro piqûre, zéro palu. Je m'engage. Et aujourd'hui, je suis heureuse de savoir qu'il y a une ONG internationale qui a emboîté le pas et qui a d'ailleurs mieux fait que Icône, parce que elle est rentrée carrément dans les plaidoyers et est allée dans les localités pour pouvoir demander à toutes les autorités locales de jouer justement leur partition dans ce domaine, et cela avec l'appui d'un certain nombre d'OSC. Icône y a participé également, et aujourd'hui je dirais que par rapport à il y a 7-8 ans, oui, il y a pas mal d'avancées. Oui, les gens sont conscients que c'est une maladie, certes,
qui peut se guérir, qui peut se prévenir, et que désormais, c'est vrai qu'il faut compter avec cette maladie pour bien longtemps encore, mais peut-être pas pour trop longtemps, parce que le programme de lutte contre le paludisme est à pied d'œuvre pour pouvoir éliminer cette maladie d'ici l'horizon 2030. Ben, la lutte contre le paludisme au Bénin, on sait ce que c'est. Il y a les distributions des moustiquaires imprégnés. Il y a beaucoup de choses, des moustiquaires qui parfois finissent même dans des jardins ou dans des champs de je ne sais quoi. Et depuis quelque temps, il y a cette nouvelle proposition, le vaccin contre le paludisme. Et ce vaccin qui est quand même un peu décrié par certaines personnes parce que les gens ont des idées préconçues par rapport à ça. Les gens ont même des craintes par rapport à ce vaccin. Et quel est l'état aujourd'hui, la situation de toutes les propositions qui sont faites aux populations en dehors de la prévention environnementale pour lutter contre le paludisme? Vous savez, d'entrée de jeu, je dirais que le paludisme est une maladie comportementale. Je m'exprime. C'est une maladie qui peut s'éviter, mais à cause de nos mauvais comportements, nous sommes exposés à cette maladie-là. La question d'environnement d'entrée de jeu, je dirais, est là parce que il est important d'avoir son environnement propre et sain. Tant qu'on n'aura pas d'environnement propre et sain, on aura toujours cette maladie-là. Ces pays qui ont pu l'éradiquer, comme l'Algérie, l'île Maurice, pour ne citer que cela, ce sont des pays qui ont vraiment mis un accent particulier sur la lutte antivectorielle. Donc, si nous, en tant que population, on comprend la nécessité de garder notre environnement propre et qu'on fait pression sur les autorités locales pour qu'elles aussi elles jouent leur partition, je crois qu'on peut éradiquer cette maladie-là. Mais cependant, ce n'est pas encore le cas, on n'est pas encore arrivé là. Je ne dis pas que nos populations ne font pas assez attention à leur environnement. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est tout simplement parce que il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'assainissement. Quand bien même le projet asphaltage dans Cotonou, par exemple, a fait d'énormes progrès, je me dis, il reste beaucoup à faire parce que nos comportements, je prends simplement un exemple, les bonnes dames, par exemple, le matin, quand elles ont fini de faire leur vaisselle et les lessives et tout ça, on prend l'eau simplement, on jette. Donc, de tels comportements, normalement, devraient être bannis parce que ce ne sont pas des comportements qui favorisent justement l'élimination de cette pandémie. Ça fait un. La deuxième chose, je dirais que avec tout ce que nous avons comme intervention, nous avons de très bonnes interventions. Ça, je peux crier haut et fort que avec le ministère de la Santé et par le biais du PNLP, nous avons de très très bonnes interventions. Mais cependant, les populations, certaines populations peinent à accepter ces interventions-là. Et de deux, elles peinent à accepter comment? Elles veulent pas. Non, elles le veulent bien, mais à un moment donné, vous savez, il y a des barrières. Il y a certaines barrières qui font que toutes les interventions n'atteignent pas tout le monde. Les vraies cibles, c'est ça? Oui, les vraies cibles. Et il faut dire aussi, on est quand même plus de 12 millions d'habitants et on est obligé de mieux cibler. C'est-à-dire, ce sont les populations les plus vulnérables, les femmes et les enfants de moins de 2 ans qui sont vraiment la principale cible. Et il y a une parfaite maîtrise à ce niveau-là. Mais pour les autres populations, je ne dirais pas qu'ils sont délaissés, mais il faut encore communiquer davantage pour que quand on est malade ou quand on a une fièvre, par exemple, que le premier réflexe puisse être d'aller vers un centre de santé d'abord pour se faire dépister. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on observe, ce n'est pas le cas. Dès qu'on sent un peu de fièvre, on va à la pharmacie ou bien on fait des plantes et puis on prend. Et bien souvent, quand
les gens ne sont pas suffisamment informés sur la gravité de cette maladie parce que, quoi qu'on dise, le paludisme, c'est une maladie grave. Si vous le traitez assez tôt, c'est bien, mais quand ça rentre justement dans des complications, là, on assiste à un neuropalud, c'est-à-dire un palud grave, et là, les complications et les conséquences sont plus énormes. Donc, les populations aujourd'hui ont besoin d'être mieux informées sur toutes les interventions qui sont faites. Et je sais qu'il y a certaines zones qui sont vraiment endémiques où le programme de lutte contre le paludisme a une parfaite maîtrise par rapport à cela. Il y a une nouvelle intervention dont vous venez de parler qui est le vaccin. Oui, le vaccin est une très 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 bonne chose. Un vaccin qui a été attendu pendant longtemps et qui est arrivé et qui aujourd'hui est dans une phase pilote. Les premiers vaccins sont arrivés, les zones tests ont commencé par recevoir justement ces interventions. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore de chiffres, mais je pense que pour ces autres pays qui ont testé ce vaccin-là, il y a quand même espoir. Donc, état des lieux, je dirais, il y a quand même espoir. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faudrait que nous, en tant que population, qu'on accompagne également les efforts que font le programme de lutte contre le paludisme à travers le ministère. Non, mais j'ai noté le 12 juillet passé que dans les communications, il a été question de l'influence des changements climatiques. Le changement climatique, c'est vrai, le paludisme est une maladie endémique, mais avec les changements climatiques, le paludisme se remarque aujourd'hui dans des zones où il n'était pas vraiment récurrent. Est-ce que c'est le cas au Bénin aussi? Le paludisme est partout au Bénin. D'accord. C'est partout. Il y a des zones qui sont plus endémiques que d'autres. Quand on prend par exemple Cotonou, il y a certaines zones, celles qui sont bien tracées, où il n'y a pratiquement pas d'eau. Il n'y a pas vraiment grand taux d'endémicité dans ces zones-là. Mais par contre, quand je vais dans une zone comme l'Adji ou dans une zone comme les bas-fonds de Agla, le taux est beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour ça que le programme aujourd'hui s'attelle à mieux cibler justement ces interventions pour que les populations les plus concernées soient vraiment les mieux servies. Mais cela ne veut pas dire que il laisse les autres populations, comment on va dire, sans protection. Vous avez la vaste campagne de distribution de MID qui a été faite il y a 1 an et qui est en train de porter également ses fruits. Donc, les interventions, c'est bien. Les interventions, c'est quelque chose qui fait reculer la maladie. Mais il faudrait que nous aussi, en tant que population, nous jouons nos partitions. Voilà. Tout à l'heure, lors de votre intervention, si l'on s'en tient à l'état des lieux, les actions que vous avez eu à élaborer, est-ce que vous n'avez pas l'impression, votre ONG n'a pas l'impression que le paludisme a été délaissé au profit d'autres pathologies? Au contraire, non. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les fonds qui sont injectés dans différentes pathologies, je crois que le paludisme est la maladie qui reçoit le plus de fonds de part et d'autre. Le gouvernement s'investit plus? Je ne dirais pas qu'il s'investit plus, étant donné que c'est une maladie de santé publique. Le ministère, à travers le programme, consacre la majorité de ses efforts sur cette maladie-là. Donc, on ne va pas dire qu'elle est plus délaissée que l'autre, mais c'est parce que son incidence et ses conséquences sont quand même assez dévastatrices. Ben, Madame Alabo, je suis tenté de vous poser la question de savoir si vous pensez que la formule de la nuit du paludisme est la formule idéale pour avancer. Et je profite pour vous donner l'opportunité de nous décliner tout ce que vous menez comme action dans la lutte contre le paludisme pour qu'on puisse quand même voir si vous vous limitez à cette nuit ou pas. D'accord. Meilleure formule, je n'en sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai lancé ce projet il y a 3 ans
et que pour le moment, il fait son petit bonhomme de chemin. Et au cours de cette nuit, nous avons deux grandes parties. Une partie qui concerne justement l'état des lieux et un point de tout ce qui se fait actuellement dans la lutte contre le paludisme, et une seconde partie qui est d'encourager un tout petit peu toutes ces personnes-là qui apportent quand même leur pierre à l'édifice. Une façon de leur dire merci pour tout ce que vous faites, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. Continuez dans cette lancée, car il y a beaucoup de populations qui attendent justement plus de résultats. Et aussi, c'est l'occasion de parler d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus que conscients qu'en Afrique, seule l'innovation va pouvoir apporter de bien meilleurs résultats dans la lutte contre cette maladie-là. Ok, ben, comme vous êtes vraiment ancré dans la lutte contre le paludisme, est-ce que vous avez des statistiques qui pourront nous permettre quand même d'apprécier l'évolution du paludisme au Bénin? Le paludisme est en régression, il y en a plus. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que vous avez ce genre de données? Bon, je dirais que jusqu'en 2015, les résultats étaient très bons. C'est-à-dire que cette lutte-là, on a commencé par mener une lutte acharnée contre cette maladie-là depuis les années 2000, et on a vu la courbe vraiment chuter. Okay. Mais à partir de 2015, on a vu que cette courbe a commencé par stagner, et l'OMS justement a pris les dispositions qu'il faut pour que d'ici justement l'horizon 2030, que tout soit fait pour que dans la majorité des pays, ce mal puisse être endigué. Mais on s'est rendu compte qu'avec l'avènement de la Covid, il y a eu encore plus de dégâts parce que les hôpitaux ont été délaissés d'une manière ou d'une autre. Les interventions ont peiné d'être réalisées. Et donc, du coup, à partir de 2020-2021, j'avoue qu'on a eu une réjurescence justement de cette maladie-là. Il est arrivé que par moment même, on notait près de 200 morts de paludisme par mois sur toute l'étendue du territoire. Et face à tout cela, le programme à travers le ministère de la Santé a joué sa partition et a mis les grands moyens en place pour que vraiment que cette tendance-là puisse être très vite endiguée. Et aujourd'hui, on assiste à une rénovation justement du système sanitaire au niveau des relais communautaires qui ont complètement été rénovés et ils ont été, leur paquet d'activités également a changé, et il y a plus, je dirais qu'il y a, ça a été formaté de telle sorte que les populations soient davantage satisfaites. Et sur ça, on a commencé également par une zone test. Nous n'avons pas encore les résultats, mais on sait qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'avancées. Donc, juste pour vous dire qu'après la COVID, il y a eu énormément de bouleversements, mais juste après, les grands moyens ont été mis en place pour que toutes les populations, par exemple, aient au moins sur 250 ménages, qu'on ait au moins un relais communautaire qui prenne soin justement de ces populations-là. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Ça justifie votre résistance d'ailleurs. Justement, oui, on n'est pas seul, justement, on est aujourd'hui assez nombreux et on est dans une coalition qu'on appelle Zéro Palu. Non, piqûre, c'est moi. Ça, c'est icône 360 degrés. Non, Zéro Palu, c'est l'ONG Speak Up Africa qui est venu justement avec le concept Zéro Palu, je m'engage, et Zéro Palu, les entreprises s'engagent, qui a essayé de faire en sorte pour qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises s'engagent justement dans cette lutte-là pour plus de levée, parce que il y a les questions de levée de fonds aujourd'hui qui se posent tout simplement parce que nous avons énormément de guerres de part et d'autre sur le globe, et
l'argent que ces grandes puissances, que tout le monde injecte justement dans la lutte contre cette maladie-là, a beaucoup diminué. Donc, il faut que désormais, les entreprises s'engagent, mais pas simplement les entreprises, mais que les communautés également s'engagent parce qu'il s'agit de la santé de nos populations. Et j'aime dire souvent, quand je fais mes communications, qu'il est important aujourd'hui que nous, en tant qu'Africains, qu'on puisse jouer davantage notre partition. Ce n'est pas simplement les autres qui doivent réunir de l'argent pour venir en aide à nos populations. Nous pouvons le faire, nous avons la capacité de le faire. Il suffit tout simplement de trouver les bonnes stratégies pour pouvoir récolter assez d'argent pour investir justement dans ce domaine. Madame Alavo, l'objectif c'est endiguer le paludisme. Mais quelle est la place réservée à la médecine traditionnelle dans ça? Parce que c'est à portée de main, c'est ancestral, c'est connu. Et je crois que pour y arriver, les gens qui n'aiment pas aller à l'hôpital, leur premier réflexe, c'est de consommer des décorations maison. Est-ce que votre ONG et les OSC que vous constituez faites quand même l'effort de promouvoir un peu ces pratiques pour qu'elles soient formalisées et vraiment validées pour lutter contre le paludisme? Alors, je ne dirais pas que je ne crois pas en cette médecine-là. J'y crois fortement. Mais là où j'ai un problème avec cette médecine, c'est au niveau des doses. Au niveau des doses, parce que par moment, ce sont des produits qui sont très concentrés et quand on en prend beaucoup, ça peut agir soit sur le foie, soit sur le rein. Alors, là encore se pose un problème de l'investissement dans la recherche et l'innovation. Il faudrait vraiment que le gouvernement aujourd'hui ait quand même des fonds pour pouvoir investir dans la recherche et dans l'innovation, parce qu'il y a de très très belles choses qui sont faites, mais ça a juste besoin d'être un peu plus, comment on va dire, un peu plus quadrillé et voir un peu avec tout cela comment est-ce que arriver à un moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On ne peut pas prendre justement l'innovation de tout le monde. C'est d'essayer de créer un creuset, et je sais que le creuset là existe, un creuset pour que vraiment au niveau de ces recherches là, on trouve la bonne formule pour les populations. Et seule la recherche, seul l'investissement dans la recherche peut nous aider à mieux comprendre tout ce qui se fait, à mieux écouter justement cette médecine traditionnelle aujourd'hui et parce que quand on trouve une formule, on ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir la multiplier afin que tout le monde puisse avoir accès à cela. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Alors, lors de la 3e édition de la nuit du paludisme, vous avez évoqué la dengue et le neuropaludisme. Très rapidement, vous pouvez nous présenter ces différentes pathologies et en quoi ça diffère du paludisme? Le paludisme en tant que tel, qui est dû à une piqûre de moustique femelle appelée anophèle, c'est lui qui transmet justement le paludisme. Oui. Et dans le paludisme, nous avons la forme simple et nous avons la forme grave. La forme simple se traite assez facilement. Mais la forme grave, c'est quand justement le parasite a migré vers le cerveau. C'est-à-dire qu'on commence par dire que vous avez un paludisme grave quand vous commencez par convulser, quand vous avez une forte fièvre et parfois arrivé à ce stade-là, on délire un tout petit peu. C'est ça le paludisme grave. Et bien souvent, on arrive au paludisme grave parce que dès l'apparition des premiers signes, les traitements adaptés n'ont pas été faits. Et du moment où les traitements adaptés n'ont pas été faits, ça signifie que la charge parasitaire que vous avez, elle demeure, et tant qu'elle va demeurer, elle va continuer par se multiplier et juste atteindre le cerveau. C'est ça le paludisme grave. Maintenant, en ce qui concerne la dengue, c'est toujours le moustique justement qui le transmet, mais ce n'est pas le moustique anophèle, on l'appelle plutôt le moustique tigre. Et c'est beaucoup plus présent dans les zones
Bon, je dirais ça. Il n'y avait pas chez nous, mais maintenant ça se rapproche. Il y a eu des cas en Côte d'Ivoire, ça se rapproche tout doucement là, la dengue. Oui, ça se rapproche, mais je sais que mon pays a un système sanitaire très au point et dès qu'il y a des suspicions, c'est très vite circonscrit et ce qui doit être fait est fait. Je n'ai pas encore eu cas de dengue ici au Bénin, mais je sais qu'au Burkina, à côté, il y en a eu. Et bon, ce sont les espèces de moustiques, vous savez, avec le réchauffement climatique, vous venez d'en parler, il y a des espèces qui se multipliaient, qui migrent. Il y a des espèces qui autrefois étaient peu vulnérables, qui le sont plus aujourd'hui. Et quand on parle également de moustiques anopheles simples, vous savez, tout ce qu'on présente comme intervention, il y a de plus en plus de résistance parce que le moustique, il n'est pas bête. Et face à la moustiquaire, il développe d'autres aptitudes et au fur et à mesure, on se rend compte que tout ce qu'on est en train de faire comme intervention, si la recherche n'est pas là pour pouvoir répondre aux changements au fur et à mesure, on assistera justement à beaucoup d'interventions qui ne marchent plus. C'est pour ça, par exemple, qu'on est passé des moustiquaires simples à des moustiquaires PBio dans certaines zones endémiques. Donc, juste pour vous dire que des efforts sont faits. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais sans le concours des populations à la base, sans une bonne éducation des populations à la base, on peinera à endiguer, à éliminer complètement cette maladie-là. Madame Alavo, nous tendons vers la fin de cet entretien, mais je trouve très important de souligner une question, celle de la façon dont nous luttons contre le paludisme. C'est-à-dire les moustiquaires imprégnés. Est-ce que chimiquement, il n'y a pas des risques? Les produits que nous consommons pour guérir le paludisme, il y en a qui sont décriés parce que ils ont des effets secondaires assez graves et c'est fait sur le plan mondial que ces produits ne doivent plus être consommés. Et le pire, c'est ce que nous mettons chez nous, les mosquitos, les moustiques, les insecticides, tous les types d'insecticides que nous utilisons et qui peuvent créer des maladies peut-être beaucoup plus graves et plus compliquées que le paludisme. Qu'est-ce qui se fait à ce niveau? Parce que j'ai appris que quand on dort sous moustiquaire, là, on est exposé à un cancer de poumon. Bon, beaucoup de choses, hein. Je n'en ai pas la preuve, mais qu'est-ce qui se fait? Parce que on dit chez moi, hein, bon, vous comprenez. Et on veut guérir le paludisme, mais il ne faut pas ramener des maladies beaucoup plus graves à la maison quand même. Ce serait la dernière question d'ailleurs. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Les moustiquaires, je n'ai pas encore eu de preuves comme quoi c'est cancérigène. Mais cependant, quand on vous distribue les moustiquaires, c'est vrai qu'elles sont imprégnées d'un certain nombre d'insecticides. C'est pour ça que lorsqu'on distribue ces moustiquaires, on demande justement de laisser à l'ombre ces moustiquaires-là pendant au moins 24 heures. Le temps que... Avant de les utiliser. Je veux que vous répétiez ça. Il faut laisser les moustiquaires à l'ombre. Débrailler et déballer à l'ombre pendant au moins 24 heures pour permettre aux insecticides ou à l'insecticide qu'il y a à l'intérieur de s'évaporer. Et là, vous pouviez le mettre tranquillement sans problème. D'accord. C'est ça. Je n'ai pas encore eu de cas, en tout cas sur le terrain, comme quoi... Et les autres insecticides que nous mettons, j'ai lu un truc sur TikTok. Oui, les autres insecticides, vous savez, on ne peut pas dire non à ces insecticides parce que à un moment donné, ils aident les populations à lutter contre cette maladie-là. Tout ce que moi je peux dire, c'est l'abus de ces insecticides-là. Quand vous mettez les insecticides dans vos chambres à partir d'une certaine heure, et beaucoup de gens font cette erreur, 15-20 minutes après, on va se coucher. Non. Normalement, quand vous pulvérisez à l'aide d'un insecticide une chambre, vous attendez au moins 1 heure à 2 heures avant de rentrer dans cette chambre et de dormir. Cela permet à l'insecticide
de s'évaporer complètement et quand quand vous allez vous coucher, alors vous n'aviez pas de problème. En fait, c'est pour ça que je dis, nous avons des comportements au quotidien qui font que, à un moment donné, ce qui est censé être bien pour nous se retourne contre nous. Et c'est pour ça que ICOM justement est sur le terrain pour rappeler aux populations ce qu'il faut faire, quand il faut faire, comment il faut le faire pour vraiment être à l'abri de cette maladie-là. Merci à vous, Madame Alavo. Nous avons été nourris aujourd'hui par toute votre expérience dans cette lutte contre cette pathologie, qui est la pathologie la plus répandue quand même chez nous, le paludisme. Et nous avons retenu que ça fait quand même 10 ans que vous vous investissez dans la lutte contre cette pathologie. Et la dernière nuit a été vraiment riche en communication. Beaucoup d'aspects ont été soulevés pour informer les uns et les autres. Et vous nous avez dit que il est bon de pouvoir d'abord avoir un comportement qui permet d'éradiquer le paludisme avant de penser à tous les traitements possibles, et vous y travaillez de diverses manières en association avec d'autres ONG. Et le Bénin également s'investit dans cette lutte et met en place quand même un dispositif sanitaire avec des relais qui sont quand même assez répandus sur le territoire pour avoir une bonne couverture. La lutte continue et vous espérez qu'un jour nous allons arriver à endiguer complètement ce mal. Moi, j'avoue que je ne suis pas de ceux-là qui ne croient pas qu'on peut endiguer cette maladie. J'y crois. Il faut simplement que chacun de nous joue sa partition. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les entreprises, que ce soit justement les populations elles-mêmes, pour que d'ici 2030, c'est possible. C'est possible. Même si on ne l'élimine pas, on peut réduire de façon drastique cette maladie-là. Pour finir, vous nous avez dit que vous n'avez pas encore eu de cas de conséquences néfastes de la moustiquaire imprégnée. C'est important. Je n'ai pas eu de retour à ce sujet-là. Oui. Et aussi, vous avez parlé de moustiquaires qui se retrouvent à d'autres fins, à d'autres fins d'usage. Non, les moustiquaires que vous voyez après, pour d'autres fins, ce sont les moustiquaires usés. Je pense que c'est peut-être une suggestion que je lance peut-être au programme, c'est que au moment de la distribution des moustiquaires, de faire en sorte pour que celles-là qui ont été distribuées il y a des années en arrière soient retirées pour que on ait une meilleure visibilité de ceux-là qui sinon, tout au moins sensibiliser les gens. Mais les gens dorment sous moustiquaires. Ça, je peux vous dire, je peux attester que les chiffres sont quand même assez bons. Les populations, quand on leur distribue les moustiquaires, elles dorment sous moustiquaires. Surtout les femmes et les enfants. Les hommes sont un peu réticents, ça se comprend. Mais bon, les personnes qui nous intéressent le plus, ce sont les femmes et les enfants. Ok, voilà. Nous allons mettre un thème à cet entretien sur votre dernière déclaration. Les femmes et les enfants importent beaucoup plus dans cette lutte et c'est des gens qui acceptent. Ils sont les plus touchés et ils sont les plus vulnérables. Et c'est eux qui acceptent d'ailleurs de dormir sous moustiquaires imprégnés. Mais vous invitez tout le monde à avoir un comportement environnemental qui permette d'éradiquer ce mal. Oui. Merci à vous, Madame Yvette Ceci Alavo. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la directrice exécutive de l'ONG ICOM 360 degrés. Merci d'être passé ici pour nous informer de tout ce qui est fait pour le paludisme et de nous dire la situation aujourd'hui par rapport à cette pathologie. Merci à toi, Nasrine Fatoumbi. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec toi. Et je vous dis merci à vous tous, amis internautes, qui êtes fidèles à ce programme que nous avez suivi ce 21 juillet. Merci, portez-vous bien. À très bientôt.